Je vais avoir un peu de mal à enchaîner sur les crises de change dans les pays émergents, mais j'ai confiance. Donc d'abord, mon nom est bien Yves Zlotowski, c'est Yves et non pas Eric. Quelquefois j'ai des doutes, mais... les pays émergents, c'est vrai que ont eu une période absolument extraordinaire. Je dirais entre décembre 2001, la dernière grande crise émergente, c'était le terrible défaut argentin, jusqu'à Lehman Brothers, on a eu vraiment une période où il n'y a pas eu de grande crise financière, il y a eu une croissance forte, des banques qui se sont beaucoup améliorées, et puis je dirais que Lehman Brothers a un peu fini cette période. Et vous voyez d'ailleurs que j'ai représenté à gauche l'évolution des taux de change pour ce qu'on peut appeler les 6 fragiles, c'est-à-dire l'Indonésie, la Turquie, le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde et la Russie. Alors, ce groupe des 6 fragiles est très évolutif. On ne peut pas dire qu'en 2014, l'Inde et l'Indonésie appartiennent à ces fragiles. La Russie, par contre, a rejoint ce groupe. Et vous voyez qu'effectivement, c'est l'évolution nominale des taux de change. Et là, il y a eu évidemment Lehman, mais il y a eu surtout 2013, les annonces de la Fed, qui ont eu un impact très fort sur les changes émergents. Et puis, vous voyez 2014, avec l'énorme barre orange qui représente bien sûr le rouble russe, qui a battu toutes les anticipations de crise de change. Donc, une des questions qu'on peut se poser sur cette succession d'épisodes de dépréciation des taux de change, c'est est-ce que ces crises sont injustes, c'est-à-dire liées uniquement aux investisseurs des pays avancés qui ont des problèmes chez eux, qui ont besoin de dollars et donc qui liquident aveuglément tous les actifs sans discriminer entre les pays émergents entre eux, ou est-ce que ce sont des crises qui sont, entre guillemets, justes, c'est-à-dire que les problèmes sont bien dans les pays émergents? Alors, pas très facile de répondre à cette question, mais faisons 2 tests. Alors, le premier test, c'est celui de la liquidité. La liquidité, c'est quoi? C'est en gros les réserves de change. On leur a dit aux pays émergents, accumulez des réserves. Accumuler des réserves de change, pourquoi? Parce que, d'abord, vous pouvez utiliser ces réserves si votre taux de change est attaqué, mais surtout, les réserves, c'est préventif. C'est-à-dire que comme vous avez beaucoup de réserves, personne n'osera attaquer vos taux de change, donc ils seront stables. Alors, j'ai représenté là les réserves en mois d'importation, c'est l'axe vertical, et l'axe horizontal, c'est les dépréciations de taux de change en 2014 et en 2013. Donc 2014, c'est le point vert, 2013, c'est le carré orange. Alors peut-être 3 constatations. La première chose, c'est que les pays émergents ont bien retenu cette leçon, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas un seul pays émergent dans ces 6 fragiles qui a moins de 4 mois de réserve. 4 mois d'import de réserve, c'est énorme. Normalement, la limite, disons qu'on dit que c'est confortable à partir de 3 mois, donc ils étaient tous très liquides, très liquides en devises. Le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas de corrélation. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui avaient énormément de réserves, qui ont eu des problèmes de taux de change. Plus spectaculaire, c'est le Brésil, à peu près entre 13 et 14 mois de réserve, mais bien sûr la Russie, qui a énormément de réserves, qui a aussi une crise de change absolument colossale. Puis troisième remarque, alors qui est encore plus étrange, c'est qu'il n'y a pas tellement de différence de niveau entre l'orange et le vert. C'est-à-dire que normalement, vous avez une crise de change, donc vous avez utilisé vos réserves, et puis donc vous devriez en avoir moins ensuite. Non, il semble que ce soit à peu près au même niveau, ce qui veut dire que les réserves n'ont pas été tant utilisées que ça pour défendre le taux de change. Bref, il semble que ça ne sert à rien d'avoir des réserves, en fait. Effectivement, pourquoi est-ce que finalement, au bout du compte, ça ne sert à rien? Ça ne sert à rien parce qu'il faut savoir que les pays émergents ont reçu une telle quantité de capitaux que finalement, vous ne pouvez pas faire face. Il faut penser, par exemple, que les flux de capitaux spéculatifs, donc les seuls flux spéculatifs, ceux qui peuvent sortir très facilement, ont augmenté de 150% entre 2007 et 2014. Donc effectivement, là, il y a bien un problème qui est lié à l'intégration financière des pays émergents, qui a été, certes, très bénéfique pendant beaucoup d'années, et je dirais que depuis Lehman, ils en sentent beaucoup, je dirais, les méfaits et les effets déstabilisateurs, alors qu'en gros, ils n'en sont pas exactement responsables. Alors, deuxième test, celui de la solvabilité. Alors, j'ai représenté à gauche l'évolution des comptes courants. Alors, la solvabilité, je l'ai captée par l'évolution des soldes courants, donc les échanges de biens et services, en regardant simplement l'évolution. Que les pays soient en excédent ou en déficit, je regardais si ça se dégradait, c'est-à-dire si les excédents baissaient ou si les déficits se creusaient. Donc tout ce qui est à gauche, c'est que ça va plus mal, et tout ce qui est à droite, c'est ce qui va mieux. Et vous voyez qu'il y a bien effectivement une série de pays où le déficit s'est bien détérioré. 2 exemples, l'Afrique du Sud, le Brésil. Il y a bien eu des dégradations des soldes courants. Et donc là, alors on est typiquement là dans une crise de change type émergent assez classique, qui est vraiment reliée à ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire qu'il y a des entrées de capitaux, le solde courant se dégrade,
les capitaux continuent à entrer, donc le taux de change s'apprécie. Et puis il y a un événement extérieur, par exemple les annonces de la Fed, les annonces de M. Bernanke, qui font que les investisseurs tout d'un coup regardent la balance courante, disent « ouïe, 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 il y a un problème », se retirent en masse et le taux de change s'écroule. Et donc ça, c'est typique effectivement de ces crises de change. Et là donc, il y a bien eu un problème de compte courant dans les pays émergents, et j'ajoute quelque chose. Ce qui est un peu paradoxal, c'est que les pays émergents ralentissent. Donc normalement, quand on ralentit, on a moins de déficit courant, on a moins de demandes, donc on a moins d'imports. Bah, pas tout à fait, ce n'est pas le cas. Parce que dans les pays émergents, le ralentissement a une forme un peu bizarre. C'est-à-dire que la consommation des ménages reste assez forte, pour des raisons structurelles. Montée des classes moyennes, augmentation des salaires liés aux pénuries de main-d'œuvre qualifiée, taux de pauvreté qui baisse, donc les gens consomment plus. Donc certes, la consommation souvent ralentit, mais reste positive. En revanche, l'investissement baisse beaucoup plus. Ce qui veut dire qu'il y a moins de production nationale pour la demande finale, pour la consommation, et donc évidemment, il y a un besoin d'import supplémentaire. Donc ça veut dire que ces comptes courants sont là pour durer. Et s'ils sont là pour durer, et on prévoit notamment du moins 5% du PIB de compte de déficit courant en Turquie, en Afrique du Sud, du à peu près moins 4 au Brésil, donc on a des comptes, donc probablement encore de la fragilité du taux de change. Alors il y a quand même des pays qui ont plutôt des comptes courants qui s'améliorent et qui ont connu des problèmes de change. La Hongrie, la Pologne ont été chahutés cette année, la Thaïlande a vu le BAT aussi chahuté. Là, pas de problème de balance courante, par contre problème politique. Évidemment, crise interne en Thaïlande, crise géopolitique de la Russie et l'Ukraine qui ont touché les devises d'Europe centrale. Et là, le problème, ce qui me fait dire aussi que c'est un peu plus durable que des chocs de court terme, c'est que si vous prenez la Thaïlande, par exemple, bon, à chaque fois qu'il y a des élections en Thaïlande, qui gagnent les pro-Thaksin. Puis ensuite, il y a un problème, un coup d'État. Donc, bon, bah là, si bientôt il y aura peut-être des élections en 2016, disons, en Thaïlande, donc la crise politique n'est pas réellement terminée en Thaïlande. Peut-être que la table ronde va nous dire s'il y a des chances que la crise géopolitique ukraino-russe se termine, mais visiblement, les dernières nouvelles montrent qu'on n'en prend pas le chemin. Donc ces crises politiques sont là pour durer, donc aussi la volatilité du change. Et puis il y a un pays où il n'y a pas de crise politique, où il n'y a pas de problème de compte courant, c'est l'Inde, et puis même il y a un regain de confiance extraordinaire dans l'Inde avec l'arrivée du nouveau Premier ministre qui nous annonce beaucoup de réformes. Alors là, je regarderai plutôt le graphique de droite. Et ce qu'on voit effectivement sur le graphique de droite, c'est l'évolution du crédit dans les pays émergents, du crédit rapporté au PIB. Et on voit que dans beaucoup de pays émergents, pas dans tous, le crédit augmente plus vite que le PIB. Ce ratio augmente. Et là, je me rapporte un superbe papier que le FMI a sorti cet été, deux économistes qui font la différence entre ce qu'ils appellent les crises traditionnelles des pays émergents, c'est-à-dire ces crises type balance courante, où on regarde des indicateurs externes, et ce qu'ils appellent les crises insidieuses. Je trouve le mot très beau, c'est-à-dire c'est des crises du style le crédit augmente, la régulation prudentielle n'est pas très bonne, le crédit, donc la dette des ménages, le crédit va aux ménages, donc la dette des ménages augmente, le crédit va dans l'immobilier, donc les prix de l'immobilier augmentent, et là effectivement on sait que dans ces cas-là, on risque un atterrissage brutal de la croissance. C'est un peu une crise type États-Unis 2007. Et c'est une crise qui ne se verra pas forcément sur les indicateurs externes, parce que c'est des pays qui sont solides en termes de dette externe, de compte externe. Donc là, c'est intéressant aussi que de plus en plus, on pense aux pays émergents, non pas avec des indicateurs un peu externes, de la relation des pays émergents avec l'extérieur, mais de ce qui se passe à l'intérieur des pays émergents, qui devient aussi quelque chose de développement. Et c'est vrai que quand on regarde aussi la Thaïlande, quand on regarde la Malaisie, ou aussi l'Inde, la dette des ménages augmente, les prix de l'immobilier augmentent. Ce sont des éléments de risque qui maintenant il faut prendre en compte quand on regarde les pays émergents. Alors laissez-moi un petit peu décliner cette question des fragilités financières par région. Alors évidemment, le grand choc de la zone Afrique du Nord, Moyen-Orient, c'est la baisse des prix du pétrole. Donc je crains d'être filmé, donc cette prévision va rester. Donc je vais quand même la dire, puisqu'il faut prendre des risques. Donc on prévoit, nous, à peu près une moyenne de $55 pour l'année 2015. Donc on verra dans un an si on a eu raison. Là, j'ai juste mis le dernier prix qu'on avait affiché. Alors, côté pays exportateurs, c'est-à-dire les pays du Golfe, les grands exportateurs, on considère que cette baisse des prix du pétrole est très absorbable. Pourquoi ? Parce que dans les périodes où les prix du pétrole ont baissé, notamment en 2009, ces pays du Golfe ont augmenté considérablement les dépenses publiques. Ils ont, dans les périodes fastes, accumulé énormément de réserves financières, ce qui veut dire qu'ils vont répondre probablement par la baisse actuelle, par les augmentations de dépenses publiques qui vont soutenir l'activité. Et j'ajoute aussi à mon argument qu'une grande partie de cette baisse des prix est pilotée par, en partie, ces pays, qui souhaitent certainement cette baisse des prix. Alors, ils ne sont pas tous d'accord entre eux, comme vous l'avez vu récemment, mais disons que, et probablement, ils savent ce qu'ils font.
C'est pour ça qu'on est assez positif sur l'évolution de l'impact de ces prix du pétrole sur ces pays exportateurs, et on reste pour le GCC, pour les pays du Golfe, à une croissance d'environ 4%, un petit peu moins pour l'Arabie, à peu près 3,9%, mais ça reste des croissances qui seront très porteuses, donc pas tellement de risque de ce côté-là. Est-ce que côté pays importateurs, cette baisse du prix va être la manne espérée? Alors là, on a représenté les dettes publiques et les comptes courants à gauche. 2009, crise mondiale, 2011, printemps arabe, 2015, notre prévision. Alors, ce qu'on voit quand même, c'est qu'on a des pays qui ont été très atteints. C'est-à-dire que les dettes publiques ont augmenté, les déficits courants, souvent, se sont creusés. Donc, on a des situations financières externes qui sont très, très dangereuses. On ne pense pas que la baisse des prix du pétrole va aider énormément ces pays. D'abord parce que les déficits publics accumulés sont énormes et que souvent, ni du côté des dépenses, ni du côté des revenus, les réformes n'ont été faites. Pensez à la question notamment très douloureuse des subventions au prix. Et côté compte courant, si vous prenez par exemple la Tunisie ou si vous prenez l'Égypte, le fait qu'on attend aussi un retour de la croissance liée à la stabilisation politique va aussi générer plus d'imports. Donc va maintenir les déficits courants à un niveau élevé. Donc, pour résumer, côté pays exportateurs, la baisse des prix ne va pas trop les menacer. Côté pays importateurs, la baisse des prix ne va pas trop les aider. Alors, deux évolutions quand même intéressantes, celle du Liban. Malheureusement, c'est un pays qui, je dirais, a connu récemment une croissance de presque 9%. On est toujours vraiment en ralentissement à 2%. C'est un pays que vous avez vu qui a une dette publique et un déficit courant absolument abyssaux. Certes, ce n'est pas tout à fait nouveau, mais ça s'est encore aggravé. Et j'ajoute à ceci, évidemment, les risques géopolitiques, et notamment l'afflux de réfugiés syriens au Liban, qui posent énormément de problèmes au pays, donc qui nous ont poussé à mettre une surveillance négative sur l'évaluation PIC. Un mot sur la Tunisie. Nous n'avons pas bougé notre évaluation pays, mais c'est vrai que la croissance reprend. Le solde budgétaire est maintenant contrôlé, notamment sous l'égide d'un accord FMI. La transition politique avance considérablement, donc il me semble, moi, que 2015, je l'espère, va être vraiment une année d'amélioration du risque en Tunisie. Alors une autre zone qui a été pas mal touchée par la crise, c'est l'Europe émergente. C'est une zone qui, en ce moment, affiche des performances de croissance plutôt pas mauvaises, qui maintenant a résorbé ces déséquilibres anciens. Donc, je dirais que côté macro, vraiment, la situation de l'Europe centrale en particulier s'en sort de mieux en mieux. En revanche, il reste des fragilités financières, alors pas en Europe centrale, mais en Europe émergente au sens large, la Turquie étant un de ces exemples. Alors, quand on regarde les chiffres de croissance en Turquie, c'est assez, pour ceux qui connaissent bien la Turquie, c'est assez extraordinaire parce que ce pays, enfin, affiche une croissance qu'on attend à peu près à 3,5 en 2015. C'est un chiffre assez atypique pour la Turquie parce que vous savez que la Turquie était habituée à des croissances très élevées, suivies souvent de récessions très fortes. Donc on a l'impression qu'en ce moment, la Turquie est en train de gérer son atterrissage en douceur. Alors certes, le 4e trimestre n'a pas été très bon en Turquie, mais disons qu'en tout cas, ce sont des chiffres de croissance qui sont plus proches de sa croissance potentielle. En revanche, les fragilités qui demeurent, c'est la dette externe, toujours très élevée, 185% des exports, et un déficit courant toujours financé par des capitaux volatiles et de la dette. Toujours très peu d'IDE qui financent ce déficit courant. Donc ça crée volatilité du taux de change, un taux de change qui est très sensible aux nouvelles externes et sur un fond d'endettement important des acteurs. Donc on a maintenant une économiste sur place, Seltem Yegun, qui nous a fait donc une évaluation des risques sectoriels qu'on présente sur plusieurs pays émergents, dont la Turquie. Vous voyez qu'il y a des secteurs qui sont en risque très élevé, les métaux, notamment qui ont été très touchés, en plus de tout ça, tout ce qui se passe en Turquie par la baisse des cours. La construction, très touchée par l'augmentation des taux d'intérêt au début d'année. Certes, les taux d'intérêt baissent maintenant, mais ils restent encore à un niveau élevé. Donc on a quand même pas mal de secteurs en Turquie qui sont sur risque. Et je signale donc qu'on a dégradé il y a 3 mois notre évaluation risque pays en B de la Turquie. Alors un pays peut-être un peu plus solide sur le plan macroéconomique, c'est la Pologne qui, vous le savez, a très bien résisté à la crise grâce à sa demande interne, sa conso, qui lui a permis d'être vraiment très forte face à la volatilité de tout ce qui s'est passé à l'extérieur. Et on a un autre économiste en Pologne, Grzegorz Sienkiewicz, qui nous a fait la même chose que Seltem sur les secteurs polonais. Vous voyez qu'on est dans un univers sectoriel un peu plus confortable. Il y a plus de couleurs claires, disons. Et d'ailleurs, il a récemment reclassé la construction, qui était un secteur qui était très difficile, très pourvoyeur d'impayés. Alors, on est encore en risque élevé sur la construction, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'excès dans le passé qui sont en train d'être apurés. Donc, il y a une situation vraiment en Pologne où, lentement mais sûrement, le risque se porte bien et s'améliore.
Donc généralement en Europe centrale, malgré ces bonnes nouvelles, je dirais macro, on a un peu gelé nos visions du risque pays. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cette énorme crise géopolitique ukraino-russe, qui a eu d'abord, et le risque principal pour nous, il était du côté des livraisons de gaz. C'est souvent une zone qui est très dépendante du gaz russe, et donc on s'est dit, s'il y a des coupures de gaz, il peut y avoir un impact macro à court terme. Et puis il y a un impact aussi psychologique très fort en Europe centrale, de choc face à cette situation. Un pays a très bien résisté dans la seconde partie de l'année 2014, c'est la République tchèque. Bonne croissance, rebond du secteur automobile, et donc on a mis une surveillance positive sur l'évaluation A4 de la République tchèque. Alors une zone au contraire qui est frappante par la faiblesse de sa croissance, et on a l'impression finalement que c'est une zone qui a été très boostée par la demande chinoise, très boostée par la hausse des prix, et en fait ce supplément d'âme a très vite disparu, et les problèmes structurels sont revenus là, et donc une croissance très faible, et notamment le plus grand pays de la zone, le Brésil, qui a eu une croissance absolument catastrophique en 2014. On attend donc 0,8%, et je crois qu'on est assez optimiste, malheureusement, sur le Brésil cette année en 2015. Le Brésil connaît des problèmes conjoncturels. C'est vrai qu'il y a eu des longues vacances au Brésil entre la Coupe du Monde et les élections, donc il y a eu des chocs, je dirais. Il y a un impact très fort sur le Brésil du ralentissement chinois. Les exportations brésiliennes en Chine ont chuté de 40%, mais il y a des problèmes structurels très graves, et notamment une perte de compétitivité du secteur industriel liée à ces hausses de coûts, et notamment aux taux d'intérêt, problème de la hausse du coût du travail très forte, et bien sûr problème d'infrastructure. On a représenté ici, et c'est Patricia Kroos, je le cite à chaque fois, notre économiste qui est situé au Brésil, qui a regardé les insolvabilités au Brésil. On a représenté ici l'évolution du chapitre 11, qui est une disposition récente de la loi brésilienne, qui est sur le modèle du Chapter 11 américain. Bon, c'est simplement, ce sont des entreprises qui sont en difficulté de paiement et qui sont restructurées. Donc vous voyez d'ailleurs que ce chapitre 11, ça a énormément augmenté. Ça reste à un niveau très élevé. Et j'ajoute, ce qu'elle dit, c'est qu'un des problèmes, c'est que ces entreprises qui sont en chapitre 11, finalement, ils ne vont pas forcément en liquidation, c'est le chapitre 7 en bleu, mais elles ne sont pas non plus réellement restructurées. Souvent, elles sortent de là, elles vivent dans les limbes, elles sont un peu quasi mourantes, et donc elles sont extrêmement fragiles. Donc ça fait un volant d'entreprise très, très fragile. Mais je dirais qu'il y a pire que le Brésil. Il y a deux pays qui sont là en crise avérée, c'est l'Argentine et le Venezuela. Alors là, j'ai représenté l'évolution des réserves de change, comme je m'intéresse cette fois plus à la liquidité externe. Donc, c'est des réserves qui ont beaucoup souffert. À eux deux, je crois que les pays ont perdu près de 20 milliards de réserves. Mais ce que vous voyez intéressant, c'est qu'il s'est passé quelque chose en 2014, c'est que les réserves dans les deux pays sont remontées. Et ont remonté grâce à un nouveau prêteur qui est la Chine. Alors, dans le cas de l'Argentine, il y a un swap de devises entre la Banque centrale d'Argentine et la Banque centrale chinoise, sur lesquels la Banque centrale argentine a tiré très largement. Encore plus intéressante, le Venezuela est très endetté auprès de la Chine, notamment auprès de la Banque de développement chinoise. Et les Chinois ont permis aux Vénézuéliens d'utiliser une partie des crédits qui étaient normalement destinés à améliorer les infrastructures pétrolières. Une partie de ces crédits sont mis maintenant dans un fonds de change, pour les réserves de change. Et d'ailleurs, le Venezuela a également permis d'alléger la facture du Venezuela, notamment en allégeant ses livraisons de pétrole à la Chine. Je trouve ça assez intéressant parce que ces deux pays qui sont un peu aux marges de la finance mondiale, c'est des pays qui n'ont évidemment pas accès au financement FMI, aux IFI. Dans le cas de l'Argentine, vous savez que c'est un pays qui n'a pas accès au marché financier, mais maintenant, ils ont accès à un nouveau prêteur qui change la donne. Bon, une des questions, c'est qu'est-ce que ce sera que la conditionnalité type chinoise? On s'en a bien compris que ce n'était pas une conditionnalité type FMI. Qu'est-ce qu'il y aura en échange? Parce que ces pays sont très dépendants sur le plan commercial. Maintenant, ils sont très dépendants sur le plan financier de la Chine. Bon, en tout cas, l'aide chinoise ne nous a pas empêché de déclasser le Venezuela dans la mesure où la crise nous semble très grave, et notamment le risque d'un pays des importateurs est maximal au Venezuela du fait de la pénurie de biens, de la pénurie de devises, de la récession. Donc n'en jetez plus, on est maintenant en D sur le Venezuela pour notre évaluation pays. Donc j'arrête de donner des mauvaises nouvelles, je vais finir par une bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas que des pays émergents qui souffrent. Il y a aussi des pays émergents qui vont mieux, et on avait fait donc en mars 2014 une étude sur les nouveaux émergents qu'on avait appelés les PICS, donc Philippines, Pérou, Indonésie, Colombie, Sri Lanka. Donc il va falloir réussir à placer le V dans ces PICS. C'est le Vietnam, effectivement, pays qui était effectivement en crise de change à répétition. Vous voyez d'ailleurs en vert les dévaluations à répétition, taux de change stabilisé,
super inflation, inflation en bleu qui baisse. Effectivement, le pays était en surchauffe et a réussi vraiment à calmer sa surchauffe. Mais ce qui est très important pour nous dans cette méthodologie des nouveaux émergents, c'est qu'on ne regarde pas que l'amélioration de la situation financière. On regarde aussi la croissance potentielle, l'amélioration de la spécialisation, la diversification des pays. Et ce qu'on voit effectivement de remarquable au Vietnam, c'est que c'était un pays qui était, vous savez, plutôt exportateur de textiles, qui profitait beaucoup de la délocalisation de Chine, parce que plus compétitif en matière de main-d'œuvre. Et maintenant, c'est devenu un acteur très important dans les produits à haute valeur ajoutée, et notamment dans l'électronique. Vous voyez la montée des exportations à haute valeur ajoutée. Maintenant, c'est 30%, plus de 30% des exports, c'était 8% en 1997, et surtout sous l'influence d'énormes investissements coréens. Des usines de smartphones sont construites au Vietnam pour des milliards de dollars. Et ça change complètement la spécialisation du Vietnam. C'est vraiment un pays qui monte en gamme. Donc c'est pour ça qu'on a mis une surveillance positive sur l'évaluation PIC du Vietnam. Donc un risque qui est quand même très élevé du fait de l'environnement des affaires, du fait de la dette du secteur public qui reste importante. Mais je dirais que les choses dans l'économie réelle vietnamienne vont dans la bonne direction. Alors, j'ai dit qu'il y avait beaucoup de bonnes nouvelles. Il y en a quand même une grosse mauvaise. C'est que vous avez vu qu'il y a du rouge pour un grand pays. Effectivement, nous annonçons la surveillance négative sur l'évaluation de pays de la Chine en A3. Mais c'est là que ma mission s'arrête. C'est là que celle de Rocky Tung, notre économiste Asie, commence. Je pense que c'est la table ronde qui va parler des risques chinois. Et donc, je vous cède la parole. Merci. Merci.